Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une idée, une phrase qu'on entend vraiment partout. Partout, oui, Cette fameuse idée que nos pensées créent notre réalité. C'est presque devenu un cliché du développement personnel, non? complètement. Un slogan. Exactement. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà du slogan, est-ce qu'il y a un vrai mécanisme, une loi derrière? C'est toute la question. Et pour ça, aujourd'hui, on remonte à la source, avec un texte de 1918 qui a théorisé tout ça de manière assez radicale. Creative Mind d'Ernest Scholem. Notre mission, c'est de décortiquer sa vision. Et on va voir qu'elle est bien plus exigeante qu'on ne l'imagine. Beaucoup plus. Le livre, il commence par une phrase qui pose tout le décor. Au commencement, Dieu. Mais attention, il faut tout de suite évacuer l'image. Oui, celle du vieil homme barbu sur un nuage. Voilà. L'auteur parle plutôt d'un esprit universel, d'une sorte de conscience infinie, qui est l'unique substance de tout ce qui existe. Et la création, selon lui, elle ne vient pas de rien, mais de cet esprit qui simplement pense comment est-ce que ce processus est décrit. C'est un processus en 4 temps. Une sorte de cascade créative, si on veut. D'accord. Tout en haut, il y a la cause. C'est l'esprit, l'intelligence primordiale. Ok. Ensuite, vient ce que le livre nomme la parole, the word. Et ça, c'est un point vraiment clé. Ah oui. Ce n'est pas un son, ce n'est pas un mot prononcé, c'est l'activité de la pensée de cet esprit. C'est l'idée en mouvement. L'idée en mouvement. J'aime bien. Troisième étape, cette parole devient la loi de sa propre manifestation, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même le mode d'emploi de sa propre réalisation. Hmm. Et enfin, tout en bas de la cascade, on a l'effet, la chose visible, le résultat concret. Et ce qui est fascinant, c'est que l'auteur dit que cette loi s'applique de la même manière pour créer une planète ou une cacahuète. Une planète ou une cacahuète? Oui, cette idée que la même loi de la conscience régit l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est très moderne en fait. C'est vertigineux. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout, quelle est l'implication pour nous en tant qu'êtres humains? On est juste des cacahuètes dans cet océan de pensée. Ah, c'est tout le contraire, et c'est là que l'idée devient vraiment radicale. C'est-à-dire, Le livre affirme que si l'humain est créé à partir de cet esprit, alors il en partage la nature. On n'est pas des créations passives, on est décrit comme des centres créatifs au sein de cette conscience unique. des centres créatifs. Exactement, ça veut dire que notre pensée, notre parole intérieure, elle possède le même pouvoir créateur, à notre échelle bien sûr. On n'est pas spectateur de la création, on en est un agent actif. C'est ça, c'est une remise en question fondamentale de notre place dans l'univers. D'accord, alors explorons ce mécanisme. L'idée que l'esprit est une substance parfaitement plastique et réceptive qui répond à la pensée, c'est encore un peu abstrait. Est-ce que le livre utilise une image, une métaphore pour nous aider à visualiser ça? Absolument, et elle est très très parlante. Il compare l'esprit universel à un jardin. Un jardin. Oui. Imaginez que la conscience universelle est la terre la plus fertile qui soit. Elle ne choisit pas ce qui pousse, elle fait juste germer et croître n'importe quelle graine qu'on y plante. D'accord. Un jardinier qui sème, je sais pas, des graines de chardon, de roses, de mauvaises herbes, il obtiendra un jardin avec des chardons, des roses et des mauvaises herbes. Il ne peut pas en être autrement. Logique. De la même manière, un esprit qui entretient des pensées de peur, de doute, mais aussi de joie, de succès, verra sa vie devenir un mélange exact de ces conditions. C'est ça, la loi de correspondance mentale. Résumée par la phrase « Tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Cette idée de loi de correspondance, c'est puissant, mais ça peut être troublant aussi. Si je comprends bien, ça veut dire que cette loi est complètement impersonnelle, voire amorale. C'est exactement ça. Donc une pensée de haine serait manifestée avec la même fidélité, la même efficacité qu'une pensée d'amour. Oui, c'est un point crucial. La conscience universelle, c'est une loi. Ce n'est pas un juge. Elle n'analyse pas, elle ne filtre pas, elle ne fait pas la distinction entre ce que nous, on appelle le bien et le mal. Sa seule fonction, c'est de créer. C'est de créer, de matérialiser fidèlement l'empreinte de la pensée. Elle ne peut pas contredire la pensée parce que pour le faire, elle devrait reconnaître un pouvoir extérieur à elle-même. Or, si elle est tout ce qui est, Ouais. c'est logiquement impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas se dire « Ah non, cette pensée est négative, je ne la crée pas. Elle crée, point ». C'est comme la loi de la gravité qui fait tomber une plume aussi sûrement qu'une enclume sans se soucier de la valeur de l'objet. Il
il y a un point qui me semble un peu contradictoire. Le livre insiste sur le fait que la création ne demande pas d'effort, que le principe est « il vous est fait selon votre croyance ». Ça sonne presque magique, facile. Oui. Pourtant, transformer ses pensées dominantes, comme avec l'image du jardin, ça ressemble au travail le plus difficile du monde. Comment l'auteur réconcilie cette apparente facilité avec l'effort colossal que ça semble demander? C'est une excellente question. Et la nuance est très importante. Le livre fait la distinction entre la lutte et le travail intérieur. D'accord. L'effort dont il dit qu'on n'a pas besoin, c'est celui de forcer la manifestation, de se battre contre les circonstances extérieures. L'idée, c'est que la puissance exécute la pensée pour nous. Donc le travail n'est pas dans le faire. Non. Notre seul travail, qui est un vrai travail, c'est de parvenir à un état de croyance, de conviction intérieure. C'est un changement de focus. Le labeur n'est pas à l'extérieur, dans l'action, mais à l'intérieur, dans l'alignement de nos pensées avec ce qu'on désire. Une fois cet alignement atteint, l'exécution par la loi, elle, est naturelle et sans effort. Ça soulève un paradoxe immense que le livre aborde. Si cet univers est parfait, si cette loi est harmonieuse, pourquoi l'être humain est la seule créature qui semble connaître la maladie, la pauvreté, le malheur? Oui, le reste de la nature semble en équilibre. Exactement. Un chêne ne fait pas de dépression, un lion ne s'inquiète pas de sa retraite. Qu'est-ce qui a déraillé chez nous? La réponse que propose le texte, elle tient en un mot, la liberté. La liberté. L'homme est décrit comme la seule création qui soit un individu au sens plein du terme, c'est-à-dire doté de la liberté de choix, la liberté de penser ce qu'il veut. C'est ce qui le distingue. Mais paradoxalement, c'est cette même liberté qui lui permet de créer sa propre souffrance. Donc ce n'est pas une lutte entre le bien et le mal. Non, le livre est très clair là-dessus. Il n'y a pas deux pouvoirs qui s'affrontent, il n'y a qu'un seul pouvoir créateur, celui de l'esprit. Et on peut l'utiliser de deux manières. Soit en harmonie avec sa nature, qui est vie, abondance, joie. Soit en contradiction avec elle, par ignorance de la loi. Exactement. Donc on serait en quelque sorte des dieux en formation, à qui on aurait donné les clés de la voiture sans le mode d'emploi, et on est libre de la conduire dans le fossé. C'est une très bonne image. Et le mode d'emploi a toujours été là, mais à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'intervient une autre métaphore puissante du livre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. D'accord. L'esprit infini, avec tout son potentiel, attend à la porte de la conscience de chaque individu. Il ne force jamais l'entrée. C'est à l'individu d'ouvrir de l'intérieur par la reconnaissance de sa propre nature divine. Tant qu'on s'ignore soi-même, tant qu'on se croit victime, On reste lié par notre propre liberté. c'est ça, on s'enchaîne nous-mêmes avec le pouvoir qui pourrait nous libérer. Toute cette théorie est fascinante, mais j'imagine que la question qui brûle les lèvres, c'est « D'accord, et lundi matin, au bureau, je fais quoi avec ça ?» Bien sûr, la question pratique. Comment est-ce que le livre propose de transformer ces grandes idées en actions concrètes? Maintenant, avec chaque pensée, chaque mot. Et le plus important, ce n'est pas l'heure de méditation qu'on pourrait faire le matin. Attendez, le livre mentionne un concept qui me semble absolument crucial. Les 51% de la pensée. Arrêtons-nous là-dessus parce que ça change tout. Oui, Ça veut dire que je peux faire une séance de visualisation parfaite pendant 20 minutes, mais si je passe les 8 heures suivantes à m'inquiéter de mes factures, c'est l'inquiétude qui gagne. c'est exactement ça. Et c'est peut-être l'un des enseignements les plus impitoyables et en même temps les plus utiles du livre. Il ne s'agit pas d'actes de foi isolés ou de pics de positivité. Il s'agit de la tendance mentale dominante. La loi répond à ce qui occupe notre esprit la majorité du temps. C'est une question d'hygiène mentale de chaque instant, pas un sprint spirituel. Notre vie est le miroir de notre état de conscience moyen. Voilà. Pour changer le miroir, il faut changer durablement ce qui s'y reflète. Alors comment on fait pour changer ces 51%? C'est une tâche monumentale. Quelle est la méthode? La méthode principale, c'est l'affirmation, par opposition à la négation. L'esprit universel est purement affirmatif. Il ne comprend pas la négation. C'est-à-dire? Penser « je ne veux pas être malade » maintient l'esprit focalisé sur la maladie. C'est une graine de maladie. Le livre préconise d'affirmer ce qui est vrai à un niveau fondamental. Au lieu de nier la maladie, on affirme « je suis l'expression de la vie parfaite ». Ah, je vois. L'idée sous-jacente est très belle. On n'a pas à se battre contre l'obscurité. On allume simplement la lumière et l'obscurité disparaît d'elle-même. C'est moins un combat qu'un changement de focus. Tout à fait.
La vérité, une fois affirmée et acceptée comme une réalité intérieure, dissout ce qui lui est contraire. C'est beaucoup plus accessible que de se dire qu'il faut chasser ses pensées négatives. C'est souvent une bataille perdue d'avance. Exactement. Pourrions-nous prendre un exemple encore plus concret? Disons, une personne qui souhaite attirer plus de prospérité. Quels seraient les conseils pratiques tirés du livre? Le processus serait très clair. Étape 1, cesser immédiatement toute pensée et toute parole de manque. Arrêtez de dire c'est trop cher, je n'ai pas les moyens. Bon. Les temps sont durs. C'est jeter des graines de pauvreté dans le jardin. Étape 2, cultiver activement la conscience de l'abondance. La chercher, la voir partout. Dans la nature, qui est foisonnante, dans les idées. Pensez à l'abondance comme étant la seule réalité. Voilà. Et étape 3, agir en conséquence. Ne pas agir par peur du manque, mais avec une confiance sereine. La règle d'or, c'est de ne jamais, au grand jamais, entretenir une pensée qui contredit le but désiré. Chaque pensée de manque neutralise le travail. Et qu'en est-il du temps? Est-ce qu'on doit affirmer aujourd'hui pour un résultat dans 6 mois? Comment le livre aborde la dimension temporelle? C'est un autre point fondamental. Tout doit être ancré dans le présent. Le livre rejette totalement l'idée d'attendre un futur meilleur. Il y a une phrase très forte. Aujourd'hui est le jour de Dieu. C'est maintenant. Aujourd'hui qu'on construit la réalité de demain. Pour l'esprit, il n'y a que le présent. L'éternité, ce n'est pas une durée infinie, c'est un maintenant infini. Donc, si on devait synthétiser, l'idée centrale de Creative Mind est que chaque individu est un point de conscience, un centre de pouvoir créateur, immergé dans un champ de conscience universelle infiniment réceptif. C'est ça. Et notre vie n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet direct, par une loi aussi immuable que la physique, de nos schémas de pensée dominants. Qu'on en soit conscient ou non, nous sommes les architectes. Absolument. Et le livre insiste pour présenter cette idée non pas comme une simple croyance mystique, mais comme un principe scientifique. Une loi de l'esprit aussi fiable que les lois de la matière. L'objectif final, au fond, ce n'est pas juste d'obtenir une plus grosse voiture. Non. C'est de s'aligner consciemment avec ce que le texte nomme le grand mouvement en avant de l'esprit. Cette tendance de l'univers qui pousse toujours vers plus de vie, plus de beauté, plus d'harmonie. Et pour conclure, on va laisser une pensée à méditer. Le livre postule que nous façonnons notre monde par la pensée, que chaque pensée est une cause qui produit un effet inévitable. Si c'est vrai, alors la question n'est pas de savoir si nous créons, mais ce que nous créons. Quelle est la pensée la plus persistante que nous ayons nourrie aujourd'hui et quelle réalité est-elle en ce moment même en train de construire pour demain?